Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Ne dit-on pas que 30 ans est le plus bel âge de la vie ? Ce ne sont pas Serena Williams et Roger Federer qui nous contrediront. L'Américaine et le Suisse ont remporté Wimbledon et vécu des émotions absolument formidables. Pourtant, gagner en Grand Chelem, ils connaissent, mais il semblerait que ce titre, survenu après bien des tempêtes et des déceptions, ait vraiment une saveur toute particulière. On va bien sûr consacrer l'essentiel de cette émission à ce formidable Wimbledon et se projeter aussi sur ce qui pourrait se passer sur ce même court pour les JO à la fin juillet. Et nous devrions avoir au téléphone, si tout se passe bien, Patrick Mouratoglou pour évoquer le cas de Serena Williams, ainsi qu'Arnaud Di Pasquale pour tirer un bilan français de ce Wimbledon et se projeter aussi avec lui sur les JO de Londres fin juillet. À mes côtés, cette semaine, mon indéfectible duo Jean-Paul Lotte, Julien Pichenet. Après ce Wimbledon, il y a un heureux, l'autre est un peu moins heureux. Je vous laisse deviner qui est-ce. Salut mes amis, l'image que vous avez retenue de ce Wimbledon. Jean-Paul pour commencer. J'ai retenu la seule image qui me paraisse raisonnablement à mettre en avant, c'est la tête de Federer quand il gagne son 7e Wimbledon. Entre les pleurs et la joie, une grosse émotion. J'ai cru le voir gagner son premier. C'est quand même extraordinaire. C'est la valeur qu'il a attachée à ce titre-là. Julien, à toi. Je vais pas répéter la même chose. Non, il y a un gag qui m'a fait rire, moi, la semaine dernière à Wimbledon. C'était pendant le match entre Troïtski et Djokovic. À un moment, un spectateur crie à Troïtski « Joue sur son verre !» Et là, il fait un service sur le verre de Djokovic. Il gagne le point. Et il fait un petit signe au spectateur. C'était assez marrant. Djokovic a rigolé aussi. Donc c'est assez étonnant de voir ça, finalement. Tout le monde qui s'est mis à rire en plein milieu du match. C'est rien que pour me contredire. Et ça, c'est parce que tout le monde savait le résultat du match, même avant la fin. Il y avait 2-7-0 déjà pour Djokovic, donc c'était relâché. Mais quand même, bon, c'est rigolo. Il vient nous rendre visite pour la deuxième fois et il est même équipé de sa petite caméra pour nous filmer. C'est Eli Weinstein de We Are Tennis. Salut mon cher Eli. Petit mais costaud, hein, ouais. Précise. Alors une image de ce Wimbledon 2012. Pour moi, je rejoins un peu Jean-Paul, mais c'est surtout la balle de 7 il me semble, du deuxième set. Qui est absolument extraordinaire, où Federer, ses pieds ils touchent plus le sol, il fait ce qu'il veut, il est Michael Jordan, il joue les yeux fermés. Un échange d'une vingtaine de frappes terminées par une volée amortie de revers absolument formidable. Il contrôle le temps, enfin bon, tout va bien. Bon, donc on pourra voir ton sujet sur nous, sur We Are Tennis, quoi. C'est une sorte de mise en abîme à la Truffaut dans la nuit américaine. Exactement, ça sera plutôt la nuit marseillaise. Voilà, me concernant, moi je voulais revenir sur un petit quelque chose qui m'a agacé, c'est l'acoustique du cours central de Wimbledon, le toit fermé. Je trouve que c'est une catastrophe. On dirait un vieux gymnase. Sous la bulle. Ah ouais, non, on dirait dans une vieille bulle d'un sale club. De la Porte d'Orléans. Ou dans un vieux gymnase municipal. Je trouve que ça change complètement l'ambiance. Quand on est passé pendant la finale du toit ouvert au toit fermé, ça a tout changé. Je trouve que cette acoustique très sensible vraiment au son du tennis. Oui, c'est vraiment déplorable. J'ai hâte d'entendre les balles sur la raquette. Non, mais là il y a une résonance catastrophique. Vous savez pourquoi j'ai commencé à jouer au tennis ? Parce que à côté de la maison de mes parents, il y avait un cours de tennis et j'entendais tous les matins, quand je me réveillais pour réviser mes leçons, j'entendais le son de la balle sur les cordes. À l'époque, c'était cordes en boyau. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire que il faut que je joue à ce jeu. Et aujourd'hui, vous me cassez mon rêve d'enfant. Pas du tout. C'est que là, le son n'est pas bon et n'est pas beau dans ce central de Wimbledon, le toit fermé. Que des vieux qui disent ces trucs comme ça. Il contraste le son avec le toit ouvert. Donc c'est le passé d'un son à l'autre dans le même match qui est terrible. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez. Il est beau. Et puis en général, le son, les frappes de Federer et Djokovic, c'est solide, quoi. Ouais. Toit ouvert. Vous connaissez les acteurs, vous connaissez le menu, Radio Tennis Play, saison 1, épisode 23, c'est parti. Radio Tennis Play.
Il l'a donc fait, Roger Federer, 2 ans et demi après son dernier titre majeur, c'était à l'Open d'Australie. Le Suisse a remporté son 7e Wimbledon. Il rejoint ainsi Pete Sampras et William Renshaw. Il remporte aussi son 17e titre du Grand Chelem. Et le revoilà du même coup, numéro 1 mondial, avec une toute petite avance, c'est rigolo, une toute petite avance de 75 points sur Novak Djokovic. Mais au-delà de tout ça, est-ce que ce qui n'a pas été le plus formidable, on en parlait un petit peu Jean-Paul, ça a été la qualité du tennis pratiqué par Roger Federer, notamment lors des 2 derniers sets de la finale, où là on a retrouvé un Suisse absolument aérien. J'espère 2 choses. La première, c'est que le cours qui est en train de grandir dans des serres pour les Jeux Olympiques va être à peu près le même que celui qu'on a vu là pendant la dernière semaine de Wimbledon, c'est-à-dire un cours qui permet à un joueur qui pratique un tennis total de monter au filet quand il en a besoin. Ça a été le cas pour Federer, qui enfin a à nouveau montré que quand on fait un revers coupé qui fuse bien, qui est bien tendu, et bien le passing shot, même à 2 mains de l'autre côté. Ça, il en a mangé du slice, Andy Murray, pendant la finale. Alors ça, déjà, c'est une chose formidable. Et l'autre chose, quand même, c'est que le tennis pratiqué sur l'ensemble du tournoi ne m'a pas paru des plus exceptionnels. Non. Mais le tennis pratiqué au moment où il était le meilleur a été très exceptionnel. Et ça, il faut le dire. Quand on voit Federer au meilleur de son niveau, eh ben c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur qu'on ait jamais vu. Voilà. Jean-Paul, on parle technique, là on a vu, vous parlez de son slice de revers, on l'a vu aussi faire des coups droits slicés gagnants. Ouais. Comment c'est possible aujourd'hui? On a l'impression que ce coup a disparu depuis les années 50. Comment c'est possible de faire ça aujourd'hui en finale de Wimbledon? On peut rappeler, il y en a eu un dans la finale. Il y en a eu un là, au 4e. Il ouvre son tamis, on a l'impression qu'il va jouer une amortie de coups droits. Et puis finalement, il la pousse longue. Le joueur en face, à savoir Murray, est parti dans sa course. Gasquet le fait aussi de temps en temps. Ça leur redonnera un peu des idées aux joueurs pour comprendre qu'il y a autre chose que des frappes liftées en coup droit et en revers. Voilà. Ça, un autre tennis existe. C'est bien que Federer ait remis à l'ordre du jour ce type de tennis. Ça va peut-être donner des idées à des jeunes qui, comme beaucoup d'entre eux, frappent quand même comme des abrutis du fond du cours. Et faire aussi forts qu'ils sont bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont très forts et ils ne pensent pas. Et non, le problème, c'est qu'ils ne pensent pas faire d'autres coups. Mais même les plus intelligents. Le niveau de jeu de Federer, il n'y a pas une coïncidence avec le gazon qui se détériore au fur et à mesure sur le cours. C'est-à-dire que plus le cours est pourri, entre guillemets... Il a beaucoup mieux joué en 2e semaine qu'en première. Voilà. Donc, non, c'est une erreur de croire ça, non, c'est pas une erreur, c'est sûr, il a mieux joué en 2e semaine qu'en première. Non, ça c'est vrai. Ah oui. Mais le cours pourri, attention d'abord, il n'est plus pourri que sur la ligne de fond. Il n'y a plus de traces jaunes à aucun endroit que sur la ligne de fond, ce qui veut dire que là personne où sont ne les monte ramasseurs plus. de balles à genoux. Oui, exact. Mais en fait, le cours, il est roulé, il est en très très bon état. Et plus le gazon est court, plus la balle, sur la fin, peut glisser tout en rebondissant, parce qu'il est plus dur que dans le temps. Mais cette histoire, moi je suis un peu gêné de cette histoire de gazon qui n'est plus très rapide, parce que, allez, il y a un type qui a gagné 6 fois Roland-Garros qui s'appelle Borg, et dans le temps où le gazon était le plus rapide, il a aussi gagné 5 fois Wimbledon. Alors, à un moment donné, il faut arrêter avec l'histoire, quoi. Le type qui gagne à Wimbledon, c'est celui qui, l'année où il gagne, joue le mieux dessus. Qui joue maintenant du fond du court ou à la volée ou ailleurs, je préfère qu'il joue un peu partout. Mais le fait est que ce gazon de Wimbledon qui est décrié, il a été, à mon avis, plus rapide en 2e semaine qu'en première. Parce que les revers coupés de Federer qui ont fait faire la faute en passing shot à tous ses adversaires à revers à 2 mains prouvent quand même quelque chose. Et il monte au filet dessus en plus. Alors qu'avant, il chopait, il coupait, il attendait. Ce qui a été formidable de mon point de vue, c'est qu'il y a eu 2 Federer. Il y a eu le combattant, celui qui s'en sort un petit peu à l'arrache, notamment contre Julien Beneteau, parce qu'il était passé 6 fois à 2 points du match, enfin 2 points de perdre le match. Et puis, il y a eu ce 2e Federer qui redevient à partir des quarts de finale. Voilà, le Federer des grandes années. Et je trouve vraiment sympa que dans la conquête de ce titre, il y a eu 2 joueurs quasiment. Il a eu un souci physique aussi.
C'est vrai. Il a eu un souci physique, donc. Et mais malgré ça, justement, il s'est. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était contre qui qu'il est sorti du cours? C'était contre. Oui, il a une sorte de petit damar noir. Il a un truc noir en dessous. Absolument, mais en finale aussi. Hein. Ah oui. Oui. Et c'est quoi? C'est pour chauffer, pour garder les muscles chauds? Parce que les gens qui ont pour mal protéger au son dos, dos. les gens qui ont des problèmes de dos ont besoin que le dos reste chaud, car le moindre coup de froid fait que vous avez un tour d'oreille, vous pouvez plus bouger, quoi. Donc c'est un peu inquiétant quand même pour les 5 soi-disant années à venir de Federer et sa prochaine victoire au JO en 2016. À Rio. Il veut les jouer, hein, il l'a dit. Sur terre battue, sans doute. S'il y a un coup de zef et qu'il a le dos bloqué en permanence, c'est quand même des signes que il est plus proche de la fin que du début. Hein, sans vouloir en tout cas, mais ce qui est traiter. Déjà, je vais faire mon mea culpa, parce qu'il paraît que j'ai dit sur cette même antenne il y a quelques mois que Federer, je m'en souviens pas du tout d'avoir dit ça, mais qu'il gagnerait pas. Non, Wilander l'a dit il y a 3 ans. Wilander l'a dit avant et moi, aujourd'hui le contraire. Ça, je supporte pas. Voilà, oui, il a changé son fusil d'épaule après la victoire de Federer dimanche. Bon, voilà, Wilander dans sa chronique ce matin dans l'équipe. Voilà. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que Federer, ça fait 2 ans et demi qu'il n'avait pas gagné le Grand Chelem. Il est jamais sorti du top 3, mais c'est quand même une surprise énorme cette victoire à Wimbledon. C'est incroyable comme situation. On parle de surprise, c'en est une. Personne ne le voyait vraiment gagner. Non, la seule surprise, c'est qu'il batte Djoko en demi, je pense. Mais il y a quand même de la surprise. Oui, c'est moins surprenant la victoire sur Murray en finale. C'est une surprise alors qu'il a toujours été là. Il a toujours joué les finales ou les demi-finales. Il n'est jamais sorti du top 3. Et le voilà maintenant qu'avec 17 grands chelems, c'est son combienième tournoi? 75 76 76, je crois. Il se rapproche des 77 de McEnroe. Il va battre le record de Sampras en ce qui concerne le nombre de semaines passées. Voilà. Ce qui pour lui est sans doute le plus important. Ce qui est très important pour lui. Et ça laisse présager plein de bonnes choses pour la suite de sa carrière. Il a 31 ans au mois d'août. Il n'y a personne qui vient à l'horizon. Ça vous arrache pas le cœur, non, de dire ça? On parlait de ça hors antenne avec Jean-Paul Lotte. C'est que les petits nouveaux n'ont pas suffisamment de poids pour l'instant pour déstabiliser la hiérarchie. Les Tomic, les Harrison, les Raonic déçoivent encore, et qui, à part Federer, Djokovic et Nadal, va gagner des grands chelems dans les mois, dans les années à venir? Pour l'instant, il n'y a personne. Si, Murray. Parce que ceux qui sont derrière, il est reparti pour être le plus grand loser des années 2000. Non. On va en parler. Il ne faudra pas qu'il joue Federer en finale, parce que pour l'instant... Ce qui est intéressant quand même, c'est que les victoires, mine de rien, elles n'arrivent pas par hasard. Parce que quand on reprend le parcours de Roger Federer sur ces 12 derniers mois, on peut quasiment repartir du mois de septembre. À partir de la rentrée, il est l'incontestable numéro 1. Voilà, la défaite à l'US Open en demi-finale contre Novak Djokovic, il est assez marqué. Il fait une grande pause et il revient pour la saison indoor. Et là, il est irrésistible. Et là, de la saison indoor à aujourd'hui, même s'il n'a pas gagné l'Open d'Australie, même s'il n'a pas gagné Roland-Garros, il a emmagasiné une confiance absolument formidable. Et il est arrivé à Wimbledon vraiment lancé comme une balle. C'est pas mal. Oui. Non, mais il a surtout très bien joué en indoor. Et les circonstances ont fait qu'il a pas mal joué en indoor pendant ce Wimbledon. Aussi. Il a aussi gagné à Madrid. Et que la finale s'est terminée en indoor. On a quand même une saison passionnante. C'est peut-être la saison la plus passionnante depuis 5, 6, 7 ans. 3 vainqueurs de Grand Chelem différents pour les 3 premiers Grand Chelem de l'année, ce qui n'était pas arrivé depuis 2005. Safin, Nadal, Federer. Et 4 vainqueurs différents, c'est arrivé en 2003, 2002, les 2 fois, avec 8 vainqueurs différents même sur 2 années. Donc voilà, là c'est vraiment très ouvert pour la suite de la saison. Qui va terminer la saison premier? Difficile à dire, ça se tient quand même dans un mouchoir de poche. Nadal n'a pas dit son dernier mot. Djokovic a beaucoup de points à défendre, ça va être à mon avis plus compliqué pour lui. Moi, je vois bien Federer ou Nadal premier et Djokovic troisième. Je rappelle qu'on a là une décennie de joueurs qu'on ne retrouvera peut-être pas pendant longtemps, parce que généralement, vous regardez le nombre de points ATP qui séparent le numéro 1 mondial du deuxième. En général, c'est à peu près 10 000 et 5 000. Aujourd'hui, les trois premiers sont à 2500 points près. Ouais. Et c'est pas seulement de cette année, hein, que je veux dire. Ça fait un certain nombre d'années. Ça veut dire que la qualité des 3 premiers est extraordinaire, avec un 4e. Et je pense que, contrairement à ce que Julien vous dites, il est un peu comme Lendl. Il perd depuis un moment ses finales de Grand Chelem et il va finir par en gagner. Et quand il va en gagner une, il n'est pas sympathique, le gaillard, parce qu'il s'est encore mis à geindre avec son dos à partir du moment où Mais on va en parler tout à l'heure de Murray, Jean-Paul. Il casse-pied ce Murray, mais il joue bien au tennis, quoi. Il va en gagner, je pense. Moi, je me fais pas de l'autopub là, mais j'ai écrit un papier, le dernier. On vit une époque formidable au tennis masculin. Et
Depuis longtemps, il n'y a pas eu quatre gars qui se tirent la bourre en haut du tennis. Il y en a souvent eu 2. On a eu des doublettes. Il y en a parfois plus que 4, mais c'était pas de ce niveau-là. Ah non, à ce niveau-là, c'est incroyable. Quelle que soit la finale de Grand Chelem qu'on a entre n'importe quel de ces 4, c'est toujours des matchs de dingo. Oui, non, mais le niveau toujours. de jeu, voilà. Ouais. C'est rare qu'il y en ait un qui passe totalement au travers. Et tu vois des matchs de 4h47 où les mecs tapent des rallyes de 77 points. Enfin, c'est incroyable. On se régale. À 30 ans et 335 jours, Roger Federer est donc le 2e joueur le plus âgé à parvenir à retrouver, en l'occurrence, la place de numéro 1 mondial après André Agassi qui avait retrouvé cette place à 33 ans et 131 jours. Connors avait été un trentenaire numéro 1 aussi. Absolument, ouais, quand il avait regagné Wimbledon en 1982. Mais ça ressemble un peu à ça d'ailleurs. Oui, il y a un petit peu de ça dans le parcours de Roger Federer. On va refermer ce chapitre masculin. On y reviendra parce qu'on va évoquer tout à l'heure le cas d'Andy Murray, mais on va passer à Serena Williams parce qu'on va avoir dans quelques instants Patrick Mouratoglou au téléphone. Radio Tennis Play. 5e Wimbledon, 14e Grand Chelem, Serena Williams est de retour. Et comment ? En finale, après une frayeur au 2e set, elle a finalement dominé la méritante Agnieszka Radwanska, dont c'était la première finale majeure. À 30 ans, elle est devenue la plus ancienne joueuse à s'imposer à Wimbledon depuis Martina Navratilova, qui avait été sacrée à 34 ans. C'était à 57 ans. En 1992. C'était Gianni Longo. Pour nous parler de cette championne hors norme, nous avons en ligne quelqu'un qui, depuis quelques semaines, la côtoie beaucoup. C'est Patrick Mouratoglou. Bonjour Patrick, nous reçois-tu ? Je vous reçois très bien. Bonjour Christophe. Patrick, tu es en Suède, tu accompagnes Grigor Dimitrov au tournoi de Bastad. Mais bon, tu as pris quelques secondes pour partager ce moment avec nous. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut évoquer l'histoire un petit peu, la genèse du fait que tu te sois retrouvé un petit peu à collaborer, à être un petit peu conseiller de Serena ? Comment ça s'est passé ? En fait, ça s'est passé à la suite de sa défaite à Roland-Garros, puisqu'elle est restée quelques jours à Paris et elle m'a contacté pour faire quelques jours d'entraînement. Mm-hmm. Et puis, les quelques jours prévus, finalement, ont duré plus longtemps parce que ça se passait bien. Je pense que on prenait tous les deux pas mal de plaisir à passer du temps sur le terrain. Et donc, elle est restée finalement 10 jours parce que après ces 10 jours, je devais rejoindre Grigor justement au Queens. Et puis, on est resté en contact tous les jours. Et arrivé à Wimbledon, elle m'a recontacté pour me demander si je pouvais continuer à venir sur le terrain avec elle. C'est ce qu'on a fait. Donc, à partir de la préparation de Wimbledon, c'est-à-dire la semaine qui a précédé Wimbledon jusqu'à la fin du tournoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore apporter à une joueuse comme Serena Williams qui a tout gagné ? Qu'est-ce qu'elle recherche encore, justement, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de progresser encore ? Je pense qu'il y a 2 aspects. Le premier, c'est que elle était à une période particulière de sa carrière. Et je pense que les joueurs traversent tous des périodes bonnes, moins bonnes, des périodes où ils se posent des questions, quel que soit le joueur, je pense. Et puis la deuxième chose, c'est c'est une joueuse c'est effectivement une championne exceptionnelle, mais elle l'est aussi parce qu'elle a toujours envie de progresser et elle est toujours dans cette démarche de vouloir s'améliorer. Alors c'est sûr qu'on peut se dire que quand on a gagné 14 grands chelems, on n'a plus grand chose à améliorer, mais d'abord c'est pas forcément vrai, même si elle est complètement hors norme et exceptionnelle, je pense qu'elle a encore un certain nombre de plans sur lesquels elle peut progresser. Et puis pendant un tournoi, elle a progressé pendant le tournoi. Alors elle n'a pas progressé dans l'absolu, mais je veux dire son niveau de jeu c'est nettement progressé au fur et à mesure du tournoi. Dans les premiers tours, elle était loin de son meilleur niveau. On peut le dire, elle a failli perdre 2 fois. Oui, donc, Voilà, et puis chez des joueuses aussi fortes, ou des joueurs aussi forts évidemment, des petits détails font des grandes différences parce que le jeu est de très grande qualité et parfois un petit détail technique peut apporter peut-être un peu plus de confiance et avec un peu plus de confiance, ils sont capables d'élever leur niveau de jeu de façon spectaculaire. Julien. Donc il y a beaucoup de choses.
Bonjour Patrick, on parlait en début d'émission de Federer qui à 30 ans semble avoir encore pas mal de belles années devant lui. Est-ce que c'est aussi le cas selon toi de Serena Williams? Est-ce qu'elle a l'intention de jouer encore de nombreuses années sur le circuit WTA? L'envie est toujours là. L'envie est très très forte et je pense que tant qu'elle pense pouvoir remporter les tournois du Grand Chelem et continuer de progresser, je n'imagine pas arrêter du tout et je pense que Federer est exactement dans la même démarche. On peut rappeler que Serena Williams aura 31 ans en septembre prochain. Est-ce que selon toi, elle est capable de gagner encore plusieurs tournois du Grand Chelem et pourquoi pas d'aller titiller Navratilova et Evert qui ont 18 titres, Hélène Wills-Moody qui en a 19, Steffi Graf qui en a 22? On peut pas se titiller Steffi Graf. Pardon? Non, Jean-Paul Lisant ne peut pas titiller Steffi Graf. Toutes les autres, oui, mais pas Steffi. D'accord, ok. Bon, on ne titillera pas Steffi alors. Mais bien sûr qu'elle a encore la possibilité d'en gagner plusieurs, et ce pendant un certain nombre d'années. Donc il n'est pas fou d'imaginer qu'elle puisse battre des records. Après, il peut se passer beaucoup de choses. On sait que c'est une joueuse qui a quand même pas mal été blessée et gravement dans sa carrière. Donc évidemment, l'aspect prévention physique sera essentiel. Mais on sait qu'à partir de ces âges-là, c'est un facteur qui est déterminant. Il en a peu parlé, mais on sait que Federer a été un peu dans le même cas et que si ces 2 dernières années ont été moins bonnes, c'est aussi parce qu'il a souffert de douleurs récurrentes au dos qui l'ont empêché de s'entraîner comme il voulait, etc., etc. Donc ce sera un facteur important à prendre en compte. Mais quelles en est les capacités, j'en suis convaincu, oui. Ilaï. Salut Patrick, moi je voulais savoir, Federer, lui, t'as pas encore contacté? Non. Non, Federer. Non, parce qu'au fur et à mesure, tous les joueurs, je sais même plus combien de joueurs tu diriges, combien tu conseilles, c'est énorme. Non, je travaille à plein temps avec Grigor Dimitrov, après j'ai une académie. Donc il a Baby Federer, déjà. Ouais, Baby Federer, c'est vrai. Pour Serena, maintenant, on essaye de trouver un moyen pour faire les choses bien, à la fois avec Grigor, à la fois avec elle. Ce qui n'est pas simple, mais tout est faisable dans la vie. Donc là, vous êtes parti sur une collaboration de longue durée ou... Disons que d'abord, quand on gagne, en général, on évite de changer quelque chose. Bon, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on va dire qu'on est monté dans le train tous ensemble, je veux dire. Et puis, la première station, c'était Wimbledon, personne n'est descendu. La prochaine, ce sera les Jeux Olympiques. Ensuite, on verra. Pour revenir à Serena, l'une des clés de sa réussite, ça a été son service. Elle a servi 102 aces en 7 matchs. Ça fait 14 aces,5 par match. On est sur des statistiques de très très bons serveurs, même sur le circuit masculin. Absolument. Quand Sampras faisait ça il y a 20 ans, on disait que c'était incroyable. Voilà. Donc là, c'est elle qui le fait. Est-ce qu'elle avait plus particulièrement travaillé ce domaine du service, ou est-ce que ça s'est débloqué tout seul? Bon, allez, je vous le dis, en fait, elle est venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas à servir et on a pas eu le temps. Non, plus sérieusement, en fait, elle a eu besoin de ce service. D'abord, c'est son grand coup fort. Oui. Elle a un service qui est complètement hors norme et qui a progressé au fil des années d'ailleurs. Mais comme tous les grands champions et les grandes championnes, quand ils sont en difficulté, en général, ils arrivent à trouver des ressources pour s'imposer. Et en l'occurrence, dans les premiers tours, comme j'ai dit, elle était très loin de son meilleur niveau, elle était en difficulté et elle a été puisée et trouvé des ressources dans elle tenait grâce à ça, qui lui a permis vraiment de rester au contact tout le temps et finalement de breaker en fin de match à chaque fois. Mais si elle n'avait pas eu ce service, évidemment, elle n'aurait pas pu aller gagner le tournoi. Mais les champions savent toujours trouver un moyen pour s'en sortir. Enfin, toujours non, mais la plupart du temps, trouvent un moyen pour s'en sortir. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils trouvent quelque chose d'autre qui fonctionne, sur lequel s'appuyer pour remporter les matchs. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Mais la statistique est vraiment impressionnante parce que, d'après ce que je sais, ce qu'on m'a dit, elle aurait servi plus d'aces que tous les hommes aussi. Oui, je crois, absolument. Absolument. Il joue en 4 sur un match, genre 2-7. Ce qui est énorme. Elle a fait plus d'aces en 1-7 que Radwanska dans tout le tournoi. C'est pas vraiment le même jeu, quoi. C'est plus d'aces que moi aussi.
Bon, Patrick, on va te remercier de ces quelques instants. Julien, tu avais quelque chose à ajouter. Toute petite question anecdotique. Il est à Bastad, on peut en profiter pour lui poser une question. Il paraît, Patrick, que le tournoi de Bastad est le tournoi préféré des joueurs depuis des années. Ce sera peut-être encore le cas cette année. Qu'est-ce qui se passe de particulier à Bastad? Bon, le cadre est sympa, c'est pas loin de la mer, tout ça, mais qu'est-ce qui fait que ce tournoi C'est le petit Saint-Tropez suédois, je crois. Hein. Exactement, ouais. Je pense que c'est pour ça que ça plaît beaucoup aux joueurs, parce qu'en fait, c'est une station balnéaire. C'est très très joli, c'est très mignon, il y a énormément de monde qui vient au tournoi parce que c'est un village où il y a énormément de monde qui vient en vacances, donc c'est très fréquenté. Les gens sont très détendus parce que c'est les vacances. Bon, d'accord. Il fait quel temps? Très fréquenté, très détendu, on a compris. Par contre, c'est un temps catastrophique. Décidément, on est poursuivis parce qu'après Londres, maintenant c'est Bastad, il pleut. Mais bon, ceci dit, pour le coup, le temps est souvent moyen à Bastad parce qu'on est quand même au nord de la Suède. Donc, Bon, bah merci beaucoup Patrick. Plein de bonnes choses pour la suite de ce tournoi aux côtés de Grigor Dimitrov. Et puis à très très bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Radio Tennis Play. Pour clore ce chapitre féminin, on peut peut-être dire deux mots quand même d'Agnieszka Radwanska, la polonaise, Jean-Paul, qui a joué sa première finale majeure, et puis évoquer aussi le fait qu'il y a eu un bouleversement au classement mondial au cours de ce tournoi, à savoir que, un bouleversement, un nouveau changement, non, c'est pas... Il y en aura d'autres avant la fin d'année, voilà. T'inquiète pas. Victoria Azarenka a repris le maillot jaune devant Radwanska, justement. Maria Sharapova, qui était numéro 1, est désormais numéro 3. Et Serena Williams est numéro 4. J'étais un peu déçu par la manière dont les autres joueuses, à part Williams, ont managé ce tournoi. Parce que moi, j'étais pour Azarenka, je pensais qu'elle allait gagner. Vous vous en souvenez, Bruno, qui était là, a dit que Williams allait gagner, en même temps que Julien d'ailleurs. Et j'avais été très impressionné par Azarenka. Non, Julien m'a dit que Williams allait gagner. J'ai dit ça parce qu'on me posait la question à la volée, comme ça. Et pas moi. Donc, je trouve qu'elle a très mal joué Azarenka sur ce tournoi-là parce que elle est capable de faire des choses magnifiques sur terre battue avec un jeu très à plat. Je ne vois pas pourquoi elle n'arrive pas à les faire sur Wimbledon où elle a vraiment passé à côté. Azarenka, bon, c'est du tennis à venir, j'espère. J'espère qu'elle va réussir à vaincre ses démons parce qu'elle en a quelques-uns à la tête. Alors que Williams ait gagné, ça m'étonne oui et non parce que c'est la meilleure joueuse de tennis qu'on ait depuis 10 ans. On le sait. Le problème, c'est que je croyais qu'elle était vraiment mal en points. Oui, de loin, quoi. Justine Hénin, il y avait Justine gagne Hénin. quand elle veut, oui. Justine Hénin a disparu au bout de 3 ou 4 ans. L'autre, elle est encore là. Elle a commencé en 2000. Elle a gagné 2 médailles olympiques déjà, si je ne m'abuse, non combien 14 tournois du Grand Chelem. C'est la meilleure sur la distance. Peut-être pas la meilleure forcément sur un match où elle joue son meilleur tennis par rapport à certaines autres, mais sur la distance de loin. Alors, si elle est en bonne santé, compte tenu des prestations des autres joueuses et de ce qu'elles sont capables d'offrir, moi j'étais sidéré qu'il y ait 3-7 en finale. Ça veut dire qu'elle a encore, Williams, quelques petits démons en tête qui l'ont prise à Roland-Garros contre Razzano. Elle peut parfaitement gagner les jeux, elle peut parfaitement, si elle est en bonne santé, elle peut parfaitement gagner encore pendant 2-3 ans, elle aussi, voilà, parce que c'est une très belle joueuse qui frappe très fort, qui sert comme un bœuf, et puis voilà. Mais elle peut parfaitement perdre aussi. Hein. Oui. C'est ça le truc, c'est qu'elle peut parfaitement perdre, comme elle l'a fait contre Razzano. Dans des conditions dramatiques. Ouais. Tu m'as fait une réponse d'homme politique. Hein. Je t'ai posé une question sur Agnieszka Radwanska. Tu m'en as pas du tout parlé. Non, parce que je trouve qu'elle est loin. Le ministre. Non. Radwanska, moi je peux en parler un peu. J'en ai pas parlé parce que je trouve qu'elle est loin. À vrai dire, quand j'ai vu qu'elle était en finale, je me suis dit... Il veut parler de Murray, Jean-Paul. Alors, elle va prendre 2 jeux. Radwanska, elle est 2e mondiale. Je pensais qu'elle prenait 2 jeux. Elle est à 270 points de Azarenka. Donc elle n'est pas si loin que ça, je pense. Elle a des mains extraordinaire. Elle serait devenue numéro 1 si elle avait remporté le tournoi. Ouais. Non, ce qui aurait été dramatique quand même. Mais non, pas du tout. Il y a déjà eu des numéros 1 mondiales qui n'étaient pas très très bonnes, mais elle, on a eu des numéros 1 qui n'avaient pas gagné de tournoi du Grand Chelem. Pour moi, elle aurait été numéro 1 avec un Grand Chelem. Moi, je trouve que c'est pas bien de dire ça parce qu'elle est très bonne, mais compte tenu de ce qu'on attend d'une première ou d'un premier mondial,
il y a quand même pas mal de choses On à attend dire. qu'il gagne des grands chelems, en fait. Et là, pour devenir numéro 1 mondial, il aurait fallu qu'elle gagne un grand chelem. Mais elle n'est pas passée loin quand même. Mais elle est atypique par rapport à toutes les autres joueuses. Elle est atypique, elle tape moins fort, elle est petite, prend la balle tôt. Moi, je trouve qu'elle a un petit super quelque chose. Elle a une bonne lecture du jeu. Ouais. Et c'est une super joueuse de double. C'est une joueuse super complète qui, quand elle joue contre des joueuses comme Williams, Azarenka, Sharapova, donc qui cognent la balle plus fort que beaucoup d'hommes, elle arrive à les bouger, elle arrive à jouer dans les zones du court où elles ne sont pas, elle se déplace vachement bien. Moi j'aime bien, c'est chouette, il y a des oppositions de style, et pourquoi pas, c'est un pied de nez pour qu'une petite... une sorte de Miloslav Messire en jupette, un petit peu. Je ne suis pas gêné par la manière dont elle joue, je trouve que le fait de jouer autrement est plus que respectable, et tant mieux. Je suis gêné par le niveau qu'elle a en général. Et si Radwanska doit venir numéro 1 mondial dans les prochains temps, alors là, je dirais quand même que le niveau du tennis féminin n'est pas vraiment le meilleur de ces dernières années. Sur cette conclusion très positive, nous allons quitter ces dames et on va revenir quelques instants au tennis masculin et à Andy Murray. Radio Tennis Play. Revenons sur le finaliste de Wimbledon, Andy Murray. Puisqu'on a dû quitter les messieurs quelques instants parce qu'on avait Patrick Mouratoglou au téléphone et on voulait discuter de Serena Williams avec lui. Alors cet Andy Murray, est-ce qu'il vous a tiré des larmes déjà pour commencer, avant qu'on parle de sa performance au moment de la remise des prix? Il avait du mal à parler, hein. Oui, Andy Murray, on complètement comprend. pris par l'émotion. 4e défaite en finale de Grand Chelem pour ça te plaît de l'Écossais. souligner Mais ça. il est très intéressant, Murray. On a envie de savoir ce qui se passe. C'est le mec avec qui tu as envie de faire un entretien de 3 heures, lui tirer les vers du nez, chercher la petite bête, savoir ce qu'il a dans le ventre, dans les tripes, savoir comment il ressent tout ça. Il en parle un peu, mais ça devient un cas d'école, Murray. 4 finales, et c'est pas fini la série des défaites en finale. Ah bon? Peut-être pas. Mais tant qu'il jouera Federer en finale, où il fait un blocage, évidemment. C'est la 3e fois qu'il le joue en finale. Il perd. Il l'a toujours pas battu en Grand Chelem. Il a battu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient battu Federer dimanche dernier. D'accord. C'est là où il a quand même pas de chance, parce que sur les 2 derniers sets, effectivement, il aurait fallu un Djokovic ou un Nadal mais en fusion pour battre ce Federer-là. Il n'y a pas de chance, mais il faudra qu'il le batte. Il faut quand même se rappeler que la seule finale que Federer a perdue à Wimbledon, c'est-à-dire sa 8e, il l'a perdu 9-7 au 5e. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de place pour battre Federer en finale Wimbledon. Donc, mais pour gagner un Grand Chelem en ce moment, il faut battre au moins un des 3 ou 2 des 3. Oui, il faut être aussi fort que les 3. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. En Grand Chelem, en tout cas. En plus, il est pleureur. Il est génial. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis désolé, mais il est dans le même groupe. Il est au même niveau. Mais ils sont 4 joueurs. Ça se traduit pas dans les résultats. Alors, est-ce que tu as le sentiment, comme il l'a dit lui, justement, au moment de la remise des prix, qu'il se rapproche? Non, mais évidemment. Il fait 3 demi-finales à Wim. Il fait enfin une finale. Donc, il passe un cap. Ok, en plus, c'est 10 000 fois plus dur. Ça fait 4 ans qu'il c'est joue 10 000 des fois plus dur pour lui de jouer en finale à Wim que pour les 3 autres, évidemment, parce qu'il a 10 000 fois plus de pression que les autres. Et il a Come on Andy toutes les 2 secondes. Il a l'air de pas trop mal le gérer. Mais justement, il a expliqué que c'était plutôt positif. Cette année, et que justement, cette pression de toute l'Angleterre de voir enfin un joueur succéder à Fred Perry, dernier vainqueur en 36, mais que ça le s'il en gagne un Grand Chelem, ce qui à mon avis va arriver, parce que ou ça va arriver parce que les 2 autres seront blessés et que l'autre sera dans une autre partie de tableau, il sera tapé par quelqu'un d'autre, ou ça va arriver parce que ça va vraiment arriver. Ça va être exactement comme Lendl, qui donc... non, pas exactement comme Lendl. Lendl, il gagnera jamais autant de Grand Chelem que Lendl. Lendl est devenu un monstre après, a dominé toute sa décennie, la décennie 80. Mais Andy Murray, il a pas la gorge. Mais tu vois bien que ça va pas être la même chose. Il a pas de 35 ans, Andy Murray. Il a quel âge? Il a 25 ans. Il a 25 ans, mais tu vois bien qu'il va pas gagner 8 Grand Chelem et qu'il va être numéro 1 pendant 6 ans, quoi. Il a pas le profil pour ça. Toi, tu connais l'avenir, donc. Je regarde dans le passé pour essayer de savoir ce qui va se passer. Parallèle avec le coach de Murray, Ivan Lendl, qui a gagné son premier titre du Grand Chelem à sa 5e tentative. À 24 ans. Il va gagner un ou plusieurs tournois du Grand Chelem, d'abord parce qu'il a 25 ans, et ensuite parce que Federer, qui est celui qui peut-être le gêne le mieux, va disparaître. Il a 25 ans, Federer en a presque 31. Il est encore là pour Djokovic et Nadal, il peut les challenger. Le problème de Murray en ce moment, c'était le problème de Villas avec Borg. C'est que c'est un formidable joueur, mais il avait Borg avant lui. Et lui, il en a 2, 3 autres avant lui.
Il a Nadal, il a Federer et Djoko. Alors, quand il arrivera à être à leur niveau, qui va quand même être compliqué, il gagnera. Mais il gagnera de toute façon parce que dans chaque tournoi du Grand Chelem, il y en a un ou deux qui disparaîtront à un moment et qui lui fera de la place. Là, peut-être que Federer a une chance énorme que Nadal ait disparu très tôt. Bon, voilà. Est-ce que s'il ne gagne pas, c'est qu'il lui manque quelque chose? Et s'il lui manque quelque chose, Jean-Paul, c'est quoi? S'il ne gagne pas, c'est qu'il est 4e derrière les 3 autres. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, ça c'est clair. Ça aussi, c'est une réponse de ministre. Non, pas du tout, parce que pour l'instant, il est 4e et assez loin des 3 autres, assez loin. Même si je pense qu'il va gagner des grands chelems. Parce que Joe aussi, il n'est pas loin. Joe, il a eu des balles de match contre Djokovic. Il était en finale à Melbourne, 2 fois demi-finaliste. C'est le seul joueur du Big Four qui peut perdre contre n'importe qui dans un tournoi lambda. On l'a vu encore cette année. Donc, ce qui, à mon avis, est le problème de ce garçon-là, il n'est pas tennistique. Il a besoin d'une excuse à chaque moment quand l'adversaire fait un point pour dire je ne suis pas au mieux. Soit il prétend être blessé, soit il a glissé, le court est mauvais, soit c'est quelqu'un qui l'insulte sur le bord du court parce que ça arrive. Et quand on a besoin de ce type d'excuses, on ne peut pas prétendre sur le moment, en tous les cas, aller au bout. Et je pense que Lendl lui fera beaucoup de bien en la circonstance parce que Lendl avait besoin d'un peu de ça quand il était plus jeune. C'est-à-dire, il a vaincu ça, il est devenu très fort par la suite. Il a vaincu les parasites. Et je crois que s'il arrive à les vaincre, il sera très très bon. Il fera partie un jour des 3 autres s'ils sont encore là. Moi, je pense que derrière Federer, c'est le plus intelligent des joueurs. Enfin, son intelligence tennistique, je parle. Clairement, il est monstrueux, il se sert de tout le terrain, il a tous les coups. En défense, c'est merveilleux. C'est incroyable. Et vraiment une intelligence de jeu. La construction des points. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc, il lui faut une victoire. Elle va arriver. Et une fois qu'elle arrive, ça sera un poids qui sera enlevé. Et pourquoi pas au jeu là? Alors, est-ce que justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que les jeux vont pas arriver un petit peu vite par rapport à la digestion de tout ce qui vient de vivre à Wimbledon? On rappelle que les JO démarrent le 28 juillet. Il a déjà vaincu une chose. Étant écossais, il pensait qu'il n'était pas aimé des Anglais. Il s'est aperçu à Wimbledon que toutes les îles britanniques sont pour lui. Ça, c'est important, y compris les Anglais qui étaient là. Donc ça, c'est important parce que... Les îles britanniques. Oui. On n'entend plus beaucoup ça, les îles britanniques. Elles existent. Ça comprend tout. L'Australie, tout ce que tu veux. Le Commonwealth. Ils se sont fait l'heure, le vainqueur possible. Donc ça, c'est une grosse pression qui est partie parce que il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai aimé jouer avec ce public qui était pour moi. Alors qu'auparavant, on sentait qu'il n'était pas tout à fait certain que les gens aimaient qu'il gagne là-bas à Londres. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il a quand même très bien joué au tennis. Ensuite, on lui accorder une petite part de doute. Peut-être était-il tout de même un peu blessé sur le dernier mois. Auquel cas, il aurait peut-être été un peu diminué. Je ne crois pas, mais enfin, un peu lui laisser. Pendant la finale, on l'a vu se toucher le dos. Oui, mais il se touche le dos tout le temps. Dès qu'il perd un point, il se touche le dos. C'est ça qui me gêne d'ailleurs. Maintenant, voilà, c'est un beau joueur. Et alors, ce type-là qui a une intelligence de jeu réelle a surtout ce que Nadal a, ce que Federer a, ce que Djokovic a. Il a un œil, une perception visuelle qui lui permet d'anticiper, de partir. Il a jamais l'air de courir vite, ce type. Il est toujours sur toutes les balles. Sur les rases amorties, quand même, il y va vite. Hein. Oui, mais comme tous les autres. Ouais. Enfin, plus vite que les autres, c'est ça que je veux dire. Il part très très tôt. Il part très tôt, et ça, c'est un don qui est... Bon, vous l'avez au départ, vous ne l'avez pas après, il est là. Ouais, il a ça dans le sang, clairement. Parfait, messieurs. Est-ce qu'on a fait ministre, ça suffit comme ça. C'est pas mal, ministre. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur cet Andy Murray? Tu voulais rajouter quelque chose, Julien? Non, mais il y a plein de questions à se poser. Déjà, est-ce que la collaboration avec Ivan Lendl va continuer ou pas? On n'en sait rien, finalement. On en parle comme si c'était acquis. C'est assez mystérieux. Bon, déjà, Lendl, on a l'impression qu'il est en cire, parce que quand il est dans le box... Il ne bouge pas. Il fait peur. Il fait peut-être trop peur. Il vient de l'Est. Et puis, comme il a décidé de s'améliore, comme il a décidé de trouver, il est plus beau maintenant qu'il était avant. Il a quand même un coup assez étonnant. Mais comme en plus il ne parle pas à la presse, on ne sait absolument rien de la façon dont ça se déroule entre eux. C'est personne et tout. C'est un personnage sidérant, ce Lendl. Vous le connaissez bien. Ça me fascine. Savoir que vous connaissez Lendl personnellement, ça me fascine. Je le connais bien et je l'aime bien. Il vous fait peur quand vous jouez au golf ensemble? Pas du tout, non, parce qu'il a pris une décision quand on a
commencé à jouer contre tout le monde, parce que vous savez, les droitiers au golf, on leur apprend à jouer comme tout le monde. Or, on devrait commencer à jouer de l'autre côté, on devrait avoir le bras droit directeur. Or, Lendl a dit, vous n'y comprenez rien, on a essayé de m'obliger à jouer du bras gauche du bras droit quand j'étais jeune, alors que j'étais plutôt gaucher, et bien là, je me laisse pas faire. Et il a commencé à jouer avec le bras droit directeur, et il a été meilleur que moi tout de suite, ce qui m'a beaucoup agacé, et ce qui lui a permis de me rappeler à chaque fois qu'il venait à Paris pour faire une partie de golf pour me cirer. Enfin, cela étant, je connais bien la carrière de Lendl, je connais bien le personnage, et je m'étonne un petit peu quand même qu'il reste. Je me suis dit, si jamais il se fait battre en demi-finale ou en quart, Murray, il va partir Lendl. Parce qu'il ne va pas pouvoir supporter le comportement de Murray. Et là, il y a un petit mystère, je voudrais bien le voir pour savoir comment il fait. Et ce qui aurait été beau, lui qui n'a jamais gagné Wimbledon, Lendl, mais c'était le grand objectif de sa carrière, de gagner par procuration, par l'intermédiaire de. Il y a une anecdote d'ailleurs, quand il gagne en demi contre Tsonga, en fait, tout le monde. Va voir Andy Murray après le match, lui saute dessus, l'embrasse, etc. Et Lendl arrive vers lui, il lui dit pas un mot positif, et il lui dit à quelle heure on s'entraîne demain. Il lui a dit, j'ai lu, il lui a dit good job quand même. Ah si. Ouais. Beau travail. Good job, what time we're practicing tomorrow. Exactement, voilà. Pas sur ce ton-là, parce que là tu l'as fait gentil. Là. Non, mais c'est l'accent tchèque. Plus sombre. Ah ouais. Bon allez, on va en terminer avec Andy Murray. Il est quand même, Ivan, le joueur qui a détruit une marque, un baume. Vous vous souvenez du baume Bengay? Non. Aux États-Unis, ils avaient pris Lendl pour faire la publicité. C'est un baume antidouleur. Oui, c'est un baume antidouleur. Et alors, on le voyait à la télévision aux États-Unis. Alors, il disait Bengay. If you have pains, use the baume Bengay. Et ça a été tellement mal ressenti par l'ensemble du public. Ils ont fait 35% de vente de moins dans les 6 mois. Il a fait couler le truc. C'est aussi le mec qui a mis 6-0, 6-0 à Wilander pendant une exhibe. Donc ils ont fait une exhibe et il lui a mis 6-0, 6-0. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'exhibe pour lui. Sur ces belles anecdotes concernant le sémillant et le souriant Ivan Lendl, on va refermer ce chapitre et dans quelques instants, on va se pencher sur le bilan du tennis français à Wimbledon et on va avoir Arnaud Di Pasquale au téléphone. Radio Tennis Play. Pour parler donc de ce bilan français à Wimbledon, nous avons en ligne Arnaud Di Pasquale, le responsable du haut niveau masculin à la FFT. Merci de nous accorder quelques instants alors que tu es en vacances, cher Arnaud. Est-ce que tu as beau temps au moins? Tout à fait. Écoute, je suis à Biarritz, sous une petite bruine. Ah, bien fait. On ne s'arrête pas depuis ce matin, mais c'est pas grave, hein, l'air de la mer, on respire, on se balade et tout va bien. Alors, est-ce que le responsable du haut niveau masculin est reparti heureux de ce Wimbledon, le tout à 3 semaines des JO qui se dérouleront sur ces mêmes cours? On peut rappeler un demi-finaliste, Jo-Wilfried Tsonga. Il y avait 2 joueurs également en 8e de finale, Richard Gasquet et donc forcément Jo Tsonga. Il y avait, si ma mémoire est bonne, 13 joueurs français au départ. Il y a eu du bon, avec il y a eu Tsonga un petit peu aussi. du moins bon. Ton bilan, Arnaud? Bon, non, mais le bilan, il est plutôt satisfaisant. Faut pas. Ouais. Enfin, à un moment donné, bien sûr, c'est plutôt sympa de se retrouver avec un demi-finaliste. Après, en plus, moi, j'y croyais quand même un petit peu plus. Je sais pas, j'espérais, j'y croyais fortement à cette victoire de Joe sur Andy Murray en demi. C'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin. Ça peut basculer en fin de 4e, 7. Ouais, mais je trouve que c'est pas forcément là que ça se joue. Je trouve que il a mis du temps à démarrer. Pendant 2 sets, il est pas dans le même état d'esprit que sur les deux suivants. Et c'est peut-être là que ça se joue. Et globalement, sur tous ces matchs, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu ça. Il démarre un petit peu comme un diesel. Il arrive à gérer. Hein, il est dans une certaine gestion, je trouve, contre les autres. Et forcément, comme il est plus fort, il s'en sort. En revanche, là, sur les 4 meilleurs, c'est une autre paire de manches. Et il s'est retrouvé à perdre. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, il est en progrès. Je trouve qu'il se rapproche quand même. Voilà, t'as le sentiment qu'il se rapproche des 4 meilleurs. Et du Grand Chelem. Il se rapporte des deux, je trouve, des 2 objectifs, de battre à un moment donné plus régulièrement ses joueurs. Et surtout, d'une victoire en Grand Chelem. Je crois, on l'a vu à Roland en balle de match sur Djoko. On le voit là quand même en demi, je trouve, aller pousser Murray dans ses retranchements. Je trouve que c'est pas mal. Ça prouve, je pense qu'il prend conscience de plein de choses et oui, il est meilleur. Arnaud, on se posait la question de savoir quelles conséquences allait avoir sur le mental de Tsonga cette défaite terrible contre Djokovic à Roland-Garros. On a un début de réponse là, a priori, il a tout de suite rebondi. Aucune. Au contraire, je pense qu'il en a tiré que le positif. Il se rend compte qu'encore une fois, il est au niveau.
Et il est en train, je crois que il continue de s'entraîner, de faire un petit peu sa vie comme lui l'entend d'ailleurs. Hein, c'est parfois ce qui lui est reproché, mais finalement ça marche plutôt très bien. Il conforte un petit peu sa place de 5-6e. Et chaque grand chelem maintenant, on est surpris de ne pas le voir arriver en quart ou en demi, je trouve. C'est la preuve que il est très attendu, qu'il est tout simplement très fort et qu'il a progressé. Après il y a eu Joe et il y en a eu d'autres. Après il y a eu Beneteau qui est passé à 2 points quand même. Ouais, on avait 4 il y en a pas mal quoi. 4 joueurs français au 3e tour, Gasquet, Beneteau, Benoît Paire et donc Joe Wilfried Tsonga. On peut peut-être effectivement évoquer le cas de Julien Beneteau, qui a été le joueur qui donc a le plus inquiété Roger Federer. Il est passé, je me répète, 6 fois à 2 points du match dans la 4e manche. Ce qui est assez formidable avec Julien Beneteau, c'est que il a réussi à revenir après sa blessure. Il a quand même plutôt pas mal joué à Roland-Garros. Là, il a encore bien joué sur gazon. Il confirme qu'il est un joueur installé dans le top 30 maintenant. Exact. Non, mais il est vraiment arrivé à maturité. On le sent, je trouve. Maintenant, quand il rentre sur le terrain, il a un niveau de jeu moyen qui est quand même assez important, qui est très bon. Il est dans le top 30 et bien installé. En effet, il est capable d'aller rivaliser à chaque fois avec les 15, les 10 meilleurs joueurs du monde. C'est pas une surprise de le voir pousser comme ça en 5 manches les tout meilleurs joueurs du monde. Mais après c'est vrai que c'est les victoires qui comptent. Mais c'est pareil, je trouve qu'il avance. Ils font un énorme boulot avec les Courteau. Ça fait maintenant, ça va faire plus de 2 ans qu'ils sont ensemble et je trouve que ça bosse très bien, quoi. Et on le voit dans son jeu, il sert très bien, il volley parfaitement, il enchaîne bien, il est plus offensif globalement. Ouais. Moi je trouve qu'il avait très bien servi. Il y a plus de prise de décision de sa part, alors qu'à un moment donné, il pouvait être un petit peu timoré, un petit peu timide, il restait un petit peu trop derrière sa ligne. Il y va, il a pris conscience de plein de choses. C'est pareil, on sait que le très haut niveau, quand on voit les gars jouer, on peut plus se permettre d'être attentiste. Il faut y aller, faut prendre des décisions. Puis, je trouve que c'est ce qu'il fait. Il prend bien sa chance. Et aujourd'hui, il est dans le top 30. C'est pas une surprise. Ilaï. Salut Arnaud, c'est Ilaï. Bonjour Ilaï. Comment vas-tu Arnaud? Excellemment. Ouais. T'es entre golf et surf ou surf et golf? Non, moi je ne golfe pas. Pas encore. Non, j'attends les vagues. Je suis plutôt surf. Bon, très bien. Je voulais te poser une question sur Richard parce qu'il a joué comme un avion en première semaine. J'ai pas envie de parler d'un énième 8e de finale perdu parce que je trouve que c'est un peu facile. On peut quand même rappeler les chiffres, 13 huitièmes de finale joués, 12 perdus. Mais est-ce que tu penses pas qu'il lui manque, il faudrait quelqu'un qui soit avec lui pour le rendre méchant? Purement méchant. Un Roger Rashid, par exemple. Moi, je pensais à un mec comme ça, qui soit dur sur l'homme, qui insiste sur le physique. Tu penses que Riccardo Piatti n'est pas l'homme de la situation? Je pense qu'il l'est, mais pas entièrement. Voilà. Et moi, je pense qu'il lui faut quelqu'un de peut-être un peu plus costaud au niveau du mental, au niveau de l'attitude. C'est une question. Pour compléter la question d'Eli, ce qui a été visiblement difficile, c'est que là, tout le monde s'attendait à ce qu'il le gagne, ce 8e de finale face à Florian Mayer, et que justement, visiblement, il n'a pas supporté ça, il n'a pas supporté cette pression. C'est sûr, il était sous pression. Après, j'ai pas énormément vu ce match, donc en tout cas, ce que j'en ai lu, plutôt, c'est qu'apparemment Mayer avait fait un match extraordinaire, le match de sa vie. Donc, Mayer de sa vie, je sais pas, mais il a bien joué. Non, mais je l'ai lu en tout cas. Donc je me dis que Richard est pas forcément au-dessus. Si l'autre joue un tennis d'exception, il est capable, on le connaît, de très bien jouer, en plus sur cette surface, Mayer. Mais il était très attendu. C'est vrai qu'il y avait de la pression sur ses épaules. Il l'a moyennement géré, c'est clair. Par rapport au niveau de jeu qu'il avait réussi à produire sur les matchs précédents, c'est évidemment très décevant. Le premier déçu, c'est quand même lui. Mais après, de là à dire que Riccardo est pas assez dur, je crois qu'on vit pas avec les joueurs, avec le staff pour pouvoir tirer ce genre de conclusion. Ça me paraît assez délicat. Moi, je les ai vus un petit peu passer souvent dans la maison qu'on loue à côté de Wimbledon. Ils font leur truc, ils sont bien dedans, après, je sais pas s'il est assez dur. Est-ce qu'il aurait vraiment besoin de ça? Les déclics, ils peuvent pas venir de cette manière. Je sais pas si c'est en mettant des coups de pied au cul d'un mec qu'on va réussir en tout cas qu'on va le forcer à avoir une attitude un peu méchante Mais quand il avait bossé avec Marcus, l'Argentin, Gabriel Marcus, qui a quand même une réputation d'un mec assez dur, qui fait bosser ses joueurs. C'est là où Richard avait des super résultats et notamment il avait battu Verdasco à Nice dans une superbe finale.
il en fait des matchs à l'arrache où il s'en sort, si tu veux, en 4 ou 5-7 parfois, où il y a un excellent niveau de jeu, où il va pas faiblir, tu vois, avant son adversaire, où mentalement il va tenir. Je trouve que depuis sa reprise, honnêtement, à Estoril, c'est quand même, il enchaîne des très bons résultats. C'est très très bon, c'est vrai. Après, il y a 8e à Roland, 8e à Win. Voilà. Non, mais contre Andy Murray, pareil, il flanche un petit peu quand même. Il regarde un petit peu trop son adversaire qui se touche le dos. Et c'est dommage parce qu'il jouait un niveau de jeu, je trouvais, incroyable. C'est pareil, moi je trouve, perso, encore une fois, alors ça m'appartient, mais Richard, je le trouve en plein progrès, quoi, même dans le jeu qu'il arrive à produire aujourd'hui. Je le trouve beaucoup plus près de sa ligne globalement. Alors on va voir si ça va tenir comme ça sur la durée dans l'année, mais en tout cas voilà, sur Roland contre Tomias, contre Andy Murray, les 2 premiers sets, ça se goupille pas bien. À la fin du deuxième, c'est dommage, et à Wimbledon aussi, il a été capable de produire un niveau de jeu mais vraiment excellent. Donc il faut que ça continue. C'est pareil, les déclics ils peuvent pas venir d'un coup. Parfois, il faut un petit peu plus de temps, plusieurs matchs, plusieurs tournois. Mais en tout cas, s'il arrive à comprendre ça, je crois qu'il faut qu'il continue, c'est tout. Pour enchaîner sur un autre joueur pétri de talent, on peut évoquer le cas de Benoît Paire, qui s'est hissé au 3e tour. C'est évidemment son meilleur résultat en Grand Chelem à ce jour. Il continue de progresser, Benoît Paire, même s'il peut avoir des regrets sur son match contre Brian Becker, où il s'est incliné en 4 manches. Il y avait peut-être la place, comme on dit, pour passer. Mais bon Wimbledon quand même. Et je sais que c'est un joueur que tu suis tout particulièrement, donc tu devais être assez heureux de ça. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même en dehors du cours. Et c'est pour ça que ça m'agace encore plus de le voir se comporter parfois comme il peut le faire. Sur le match là qu'il perd contre Becker, je pense qu'il se met la pression bêtement parce qu'il pense être favori. L'autre joue très bien, mais d'un autre côté, lui le laisse bien jouer, le laisse installer son jeu, justement de par son comportement trop en dents de scie. Et puis il dit des choses. C'est pas contre lui qui s'énerve, c'est contre le stade de son adversaire, c'est contre la tête de son adversaire. À un moment donné, il y a des choses qu'il peut pas dire, quoi. Il n'a pas le droit. Et c'est juste, voilà, ça m'a mis hors de moi. Il y a un moment donné où j'ai même regardé dans les tribunes Arnaud Clément et je lui ai dit, écoute, dans 2 jeux, je m'en vais. Et c'est à ce moment-là que finalement il débreak, il revient et qu'il arrive à gagner son set, quoi. Donc je suis resté, mais c'est dommage parce qu'il perd une énergie folle. Il n'arrive pas à se contrôler encore aujourd'hui assez. Alors que c'est un gars qui, j'en suis sûr, pourra déjà faire 8e ou quart de Grand Chelem, vu le talent et le niveau de jeu qu'il est capable de produire. C'est monstrueux. Moi, je suis fan d'une certaine manière, parce que quand il est à son meilleur niveau, il est capable, vraiment, j'en suis certain, d'aller chercher n'importe qui. Mais mentalement, c'est beaucoup trop fragile. T'es devenu copain avec Julien, avec ce que tu dis là. Ouais, non, mais on en parlait en fin d'année dernière, Arnaud, je m'en souviens, après sa défaite dans les qualifs de Bercy, tu étais un petit peu déconfit, tu te demandais s'il allait vraiment pouvoir percer, son jeu était vraiment très débraillé, et il progresse de mois en mois, il est dans le top 50 maintenant. Absolument, il est 47e cette semaine. Jusqu'où il peut viser à court terme? Non, mais c'est quelqu'un qui arrivera, je pense, assez facilement dans le top 30, honnêtement. Assez facilement, quand on voit ce qu'il est capable de faire. Il bat Dolgopolov, il faut le rappeler. Oui, mais il fait un match plein, il s'énerve pas, il dit rien. Tout le match, et là c'est un des seuls matchs où je l'ai vu justement se comporter du début à la fin de la même manière presque, sans jamais lâcher. C'est un des seuls matchs. Donc j'avais pas vu 1000 non plus, mais c'est très rare, c'est beaucoup trop rare, mais il faut qu'il se serve il faut que ce soit un match de référence pour lui. Mais top 30, les doigts dans le nez, après pour aller au-delà, il va falloir être beaucoup plus constant dans la tête. C'est obligatoire. On a l'impression qu'il commence à accepter les contraintes qu'impose le tennis de haut niveau. Alors on voit parfois des entretiens assez rigolos dans l'équipe où il dit voilà, je commence à avoir une alimentation un peu plus saine, j'arrête les fast-food et tout. Il commence un petit peu à comprendre ça. Ça reste à vérifier. Oui, alors oui, parce qu'en plus il fait des petites provocations. Hier sur Twitter, il a posté une photo où il sortait du supermarché, il a pris tout ce qu'il avait acheté devant la caisse, et il y avait quand même pas mal de choses sucrées, pour être tout à fait honnête. Bon, il y a une marge de progression terrifiante alors. Voilà. Disons qu'il part de très loin et que c'est un petit peu mieux de ce côté-là, mais je pense qu'après c'est bon. Lui, on va lui demander déjà d'être très bon sur le terrain, et après en dehors, les efforts, il les fera au fur et à mesure. Ouais. Arnaud, on va évoquer pour conclure les Jeux Olympiques. Alors, est-ce qu'il va y avoir un médaillé français à Londres? Est-ce qu'il va y avoir un joueur qui va succéder à un certain Arnaud Di Pasquale, je crois, c'est ça, le dernier médaillé olympique français? Chez les hommes. Chez les hommes, bien sûr. Je pense honnêtement, je crois. Ouais.
je sais pas comment l'exprimer. Alors, rappelons moi, j'y vais, que les qualifiés français pour les JO, c'est Joe Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils. Je ne sais pas si tu as des nouvelles de Gaël Monfils, on va en parler. Ça, c'est pour le simple. Et puis en double, Laudra Tsonga et Gasquet Beneteau. Tout à fait. Alors pour répondre à la première, c'est Gaël s'entraîne et va plutôt bien, donc sa convalescence se passe très bien. Physiquement, il est normal, il est bien. Aujourd'hui, son genou le gêne plus. Il s'entraîne et il se prépare vraiment pour les Jeux. Voilà, il a ça comme objectif, c'est très clair. Après, sur le reste, est-ce qu'on va faire une médaille aux Jeux ? J'espère au moins une. Je sais pas. J'allais dire là avant que tu me coupes, mais j'ai été très long dans ma réponse. C'est normal. C'est que tu es Arnaud Di Pasqua. Je me disais. Je me sens un peu comme en 2000 investi d'une mission. C'est très étrange. Ces Jeux, je me verrais pas revenir sans médaille. Alors ça serait pas moi, mais un peu en tant que chef de délégation, j'ai vraiment envie, qu'on revienne et que la France les Français, tennis bien entendu dans la discipline, reviennent avec une petite breloque quand même au minimum. Quoi. On aurait failli à notre mission en tout cas si on revenait sans rien. Quoi. Je serais très déçu, très triste. Je le vis comme quelque chose d'assez particulier. C'est tous les 4 ans, bien entendu. Je trouve que c'est pas comparable à un grand chelem où il y en a 4 par an. C'est idiot. Je serais ravi évidemment qu'on aille au bout d'un grand chelem, mais là, ça me tient encore plus à cœur. Voilà, il y a quelque chose. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai envie qu'on arrive, nous, le staff, à faire que les gars se voient pousser des ailes et volent pendant 8-10 jours. En 2000 à Sydney, Arnaud t'avait expliqué qu'il y avait un stress particulier quand on jouait les Jeux, quand tu avais battu Federer pour la médaille de bronze. Il faut rappeler que tu avais battu Federer. Qu'est-ce qu'on ressent quelle est la différence avec les grands chelems, avec la Coupe Davis? Tu le disais, c'est tous les 4 ans, donc déjà il y a une magie différente. Et à quel joueur français ça peut le plus bénéficier, cette magie, cette spécificité des Jeux? Il y a évidemment que la rareté de l'événement, on fait quelque chose de tout particulier. Après, je pense que honnêtement, tous les Français sont capables de vivre, je sais pas, pour le drapeau. Je sais pas ce que moi j'ai ressenti. C'est pendant 8-10 jours se sentir au-delà d'investi d'une mission, mais je me suis senti un autre homme, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est le fait de représenter bien sûr son pays. Avant tout, c'est de se dire que je sais pas, il y a bêtement, attention, c'est un petit peu puriste ce que je dis, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y avait 60 millions de personnes qui me regardaient, que j'avais pas le droit de me louper, quoi. Et si on se dit ça, forcément, ça fait peur. On veut pas revenir en France parce que 60 millions, c'est beaucoup, même si on est costaud. Donc en fait, voilà, ça va être un peu le message que j'ai envie de leur faire passer aux gars. C'est à chacun. Je sais qu'ils ont tous joué à la Coupe Davis plein de fois, et c'est encore différent. Là, tu joues pour le pays, mais c'est individuel. Il faut qu'on arrive à les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que ça a une saveur particulière, que la résonance, je sais pas, est autre aussi que la Coupe Davis et que l'image aussi, je sais pas, du tennis au jeu, même si tous les meilleurs maintenant participent, il y a encore du boulot, quoi. Donc à eux aussi d'y participer. Arnaud, après t'avoir entendu sur cette réponse, est-ce que tu intègres le staff d'Arnaud Clément en Coupe Davis, parce que tu vas leur monter le bourrichon dans les vestiaires aux gars là, visiblement. Allez, dis-le nous. J'ai pas compris ta question, Ilaï. Soit il y a un problème de réseau où je me trouve. Après ton discours ultra motivationnel sur l'équipe de France et jouer pour la France, tu vas intégrer forcément le staff d'Arnaud Clément en équipe de Coupe Davis. Décidément, c'est incroyable. Je comprends pas ce que tu dis. Arnaud Clément, la Coupe Davis, le staff. Voilà. Et toi, remets les mots dans l'ordre et t'as la question. Voilà. Moi, je sais pas, je vois pas où tu veux en venir. Moi, je sais qu'on a un staff qui sera en place avec préparation physique, Cyril Brechbull, on aura le doc Montalvan, que c'est qu'elle dit, et bien d'autres, j'en oublie, mais voilà, il y aura Jean-Jacques Poupon. Est-ce que tu en seras parti? Moi, mais bien sûr. Ah. Mais bien sûr, mais tout à fait. J'organise tout ça et de très près, et je serai à leur côté. Ils chaperonnent chaque seconde. D'accord. Et tu feras les discours les discours d'avant-match dans les vestiaires. J'essaierai de mobiliser. Ça serait pas mal, je troupes. pense. Ouais. Je vais essayer de m'occuper de ça. Plus au début pour lancer un petit peu les Jeux. Déjà, on va tous se réunir. On va partir le lundi 23.
sur le train de 15h13 très précisément. Et l'objectif, c'est que le soir même, bien entendu, Donc, voilà, tout est noté. Voilà, tout est noté. Donc, si vous voulez venir encourager les joueurs de l'équipe de France de tennis, Gare du Nord, 15h23, quai B. 15h13. 13, pardon. 15h13. Oh là là. Mais venez un peu avant, quoi. Sinon. Donc voilà, non, mais évidemment que le soir même, on va essayer de commencer à les motiver, quoi. Et de faire la teuf, bien entendu. Évidemment. Pardon. Merci Arnaud, on va te... Parce que, pardon, oui, tu vas ajouter quelque chose. Parce que Arnaud, les jeux, c'est quand même la bringue dans le village quand même entre les sportifs, non ? Quand c'est fini, ouais. Ouais, quand t'as fini, bien sûr, ouais, évidemment. Heureusement d'ailleurs, non ? Mais justement, vous allez plutôt être au village olympique ou est-ce que vous restez dans les maisons autour de Wimbledon comme pendant le tournoi ? Alors on fait 5 jours au village pour vraiment s'immerger dans l'esprit des jeux. Et en revanche, après, on a loué 2 maisons. Et vraiment, c'est un choix de performance pour le coup, où on essaie de se mettre encore dans les meilleures conditions. Ouais, vraiment. Parce que dans le village, on dort parfois les uns sur les autres, non, un petit peu. Et puis c'est loin de Wimbledon aussi. Sur les autres, ouais, c'est un petit peu loin. C'est le transport aussi surtout, voilà, qui nous effrayait, mais voilà, on a pris cette décision, mais le but était quand même de vivre un petit peu les jeux au village, donc c'est pour ça qu'on ira faire 5 jours avant que la compète ne commence. On fera le stage un peu de préparation au village. Merci Arnaud, on va te laisser retourner jouer dans les vagues de la Grande Bleue et croiser les doigts pour que tu ne demeures pas le dernier médaillé français masculin au JO. On rappelle qu'Amélie Mauresmo avait remporté l'argent au JO d'Athènes, mais pour ce qui est du tennis masculin, on n'a pas vu ça depuis 2000. À très bientôt et bon courage, Monsieur Deep. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Ciao. Radio Tennis Play. Ainsi se referme ce 23e et dernier numéro de la saison de Radio Tennis Play. Alors merci. Eli, tu allumes ta petite caméra. Il était temps. Bah oui, c'était difficile avec Arnaud au téléphone. Bon, ça va être l'heure des remerciements, ça va être un peu comme au César. Donc merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine. Merci aux équipes de RTL et de Tennis Play, et plus particulièrement à Vincent Attelet, Florent Rimbert et Gwenaël Laudren. Tout ce beau monde a œuvré depuis 6 mois pour que cette émission existe. Cette émission, aussi modeste soit-elle, demeure, je vous le rappelle, la seule émission hebdomadaire consacrée au tennis dans le paysage audiovisuel. Tu me regardes interloqué, Jean-Paul, mais bon, c'est bien le cas. Je regarde intéressé et j'espère que ça va continuer. On remercie tous ceux qui nous ont suivis, on s'excuse parfois d'avoir choqué un peu. Non, je me suis tenu quoi aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je me suis retenu. Ça sera pour la prochaine fois. Un salut amical à Benjamin Blot de l'équipe.fr et Maxence Petitjean de RTL. Je vous rappelle que l'équipe et RTL ont proposé chaque semaine un best-of de l'émission. Jean-Paul et Julien, merci également à vous deux. Merci pour la passion que vous mettez dans nos discussions. Et un coucou bien sûr à Émilie Loy qui était avec nous les premières semaines. À travers Eli, je voudrais également saluer tous nos petits camarades journalistes qui sont venus régulièrement à cette table pour pimenter nos discussions. Un petit mot sur le tennis à la télévision cet été, c'est toujours un mystère car les droits de retransmission des Masters 1000 et ATP 500, propriété de Orange Sport qui a disparu, n'ont toujours pas trouvé de refuge, si je puis dire. Canal+, beIN Sport, on devrait savoir ça très vite. Live streaming. Ou live streaming, oui, ça va plutôt être ça. En tout cas, on devrait savoir ça très vite quand même, parce que le premier ATP 500, c'est Hambourg le 16 juillet prochain. Ensuite, ouais. Ensuite, il y a Washington fin juillet, et puis il y a les 2 Masters 1000 de l'été en août. Toronto et Cincinnati les 6 et 12 août. Voilà, on sait en revanche que le tournoi olympique sera à suivre donc sur France Télévisions un petit peu et quasiment de façon continue sur beIN Sport. Du tennis et du très bon, le meilleur même, vous pouvez toujours le retrouver sur Tennis Play à tout moment. Je vous rappelle que Tennis Play est disponible sur toutes les versions de la Freebox à partir de la mosaïque du Vidéo Club et puis sur le web tennisplay.fr. Allez, on se retrouve à la rentrée car pour cette saison... Fini. C'est fini, Michel. C'est fini. C'est fini.